Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un immense manoir de pierre grise, perché sur une colline solitaire dominant le lac Léman, vivait Charles-Henri Belmont, un homme dont la fortune s'étalait sur 3 continents, mais dont le cœur, lui, s'était peu à peu rétréci. L'endroit, autrefois conçu comme une demeure de rêve, ressemblait aujourd'hui à un mausolée silencieux. Ses couloirs résonnaient du vide, et les rideaux épais, souvent tirés, filtraient la lumière comme pour retenir le monde extérieur à distance. À 60 ans, Charles-Henri avait vu le meilleur des hommes, mais surtout, le pire. Dans sa jeunesse, il avait cru en la loyauté, en l'amitié, en la noblesse des intentions. Il avait cru que la réussite attirait les sourires sincères. Mais les années l'avaient lentement désillusionné. Il avait vu des associés manipuler ses projets dans l'ombre pour leur propre profit, des membres de sa famille tendre la main d'un côté et poignarder de l'autre, des domestiques subtilisés discrètement, des amis devenir absents au premier revers. L'argent, au lieu de lui offrir la liberté, lui avait offert des chaînes invisibles, celles de la suspicion permanente. Il s'était construit un empire, mais aussi une forteresse intérieure, faite de silence, de méfiance et de solitude bien organisée. Ses seules présences fidèles étaient François, son majordome au service depuis 30 ans, discret, loyal, presque invisible, Balthazar, un vieux chien Terre-Neuve au regard fatigué, et les caméras, omniprésentes dans chaque pièce, chaque couloir, chaque recoin du domaine. Tout dans ce manoir reflétait le paradoxe de Charles-Henri, une vie de luxe et de pouvoir, mais vidée de chaleur humaine. Un matin de janvier, alors que la neige tombait en silence comme une poussière céleste, Madame Keller, la directrice d'une agence de personnel domestique haut de gamme, se présenta à la porte. Elle portait un tailleur strict et un carnet de recommandations. À ses côtés, une femme mince, droite, au regard profond, attendait en silence. « Monsieur Belmont, je vous présente Alma Kovaevi », dit Madame Keller d'un ton assuré. Elle a été formée par des établissements hôteliers prestigieux à Zurich et Lucerne. Très professionnelle. Discrète. Résistante à la pression. Charles-Henri se redressa dans son fauteuil de cuir. Il observa la femme devant lui sans mot dire. Alma avait une 30aine d'années. Ses cheveux étaient attachés simplement, ses habits sobres, sans coquetterie. Ce qui frappait surtout, c'était son regard, à la fois calme et déterminé, sans l'ombre de la flatterie ni l'avidité que Charles-Henri connaissait trop bien. Ses mains, rugueuses et abîmées, parlaient d'un passé de labeur. « Vous venez d'où » demanda-t-il enfin, d'une voix grave, presque sèche. « De Sarajevo, monsieur. » Il haussa un sourcil. « Et vous vivez ?»« À Genève. J'envoie une partie de mon salaire à ma mère, restez là-bas. Elle est malade. J'ai 2 emplois, mais je suis prête à quitter l'autre si vous avez besoin de moi à temps plein. » Sa voix était posée. Pas de supplication, pas de pathos. Juste un fait dit avec dignité. « Avez-vous déjà travaillé dans une maison aussi vaste ?» demanda-t-il en balayant la pièce d'un geste. « Non, monsieur, mais j'apprends vite. » Charles-Henri plongea ses yeux dans les siens. Il cherchait un frémissement. De la peur? De la convoitise? Mais il n'y lut qu'une neutralité polie, une curiosité discrète mais sincère. Elle regardait les tableaux anciens, les moulures dorées, les tapis d'Orient non comme des trophées, mais comme des éléments d'un lieu de travail. Il sentit un agacement monter en lui. Il n'aimait pas être déstabilisé. Et pourtant, cette femme n'était ni soumise, ni distante. Elle était juste là, entière, silencieuse, solide. Il fit un signe de tête vers François. « Faites-lui visiter les lieux. Qu'elle commence demain. » Puis, se tournant vers Alma. « Les gens ici ont tendance à changer avec le temps. Vous aussi, je suppose. » Elle répondit sans hésiter. « C'est possible. Mais pas toujours dans le sens qu'on attend. » Charles-Henri resta figé un instant. Il nota cette phrase dans un coin de sa mémoire. Il l'engagea. Non pas par enthousiasme, mais par lassitude, par curiosité, peut-être, ou par cette intuition fatiguée qui, parfois, s'éveille malgré les murs. Mais cette fois, il allait vérifier. Une semaine après son arrivée, Alma s'était imposée dans la routine du manoir avec une précision presque invisible. Elle se déplaçait comme une ombre ordonnée entre les pièces, ponctuelle comme une horloge suisse, rigoureuse sans rigidité. Elle ne parlait que lorsque nécessaire, et ses mots,
choisis avec soin, étaient nettes, sans affectation. Chaque geste semblait mûri par une forme de respect ancien, comme si chaque objet portait en lui une histoire que seul le silence pouvait honorer. Elle astiquait les cadres sans jamais déranger leur inclinaison. Elle changeait les draps sans froisser l'air autour du lit. Elle nettoyait le sol du hall comme s'il s'agissait d'un temple. François, le majordome, l'observait à distance, intrigué par sa constance. Jamais un soupir. Jamais un regard appuyé sur la richesse qui l'entourait. Elle travaillait sans chercher à plaire, sans chercher à fuir non plus. Mais Charles-Henri, lui, restait sceptique. Il avait appris à se méfier des masques de la discipline. Il savait que la patience des gens était une façade. Il avait vu des serviteurs irréprochables pendant des mois avant qu'un geste irréparable ne les trahisse. Pour lui, la véritable nature humaine ne se révélait qu'en présence de la tentation nue, brutale, sans témoin. Alors, il décida d'orchestrer une mise à l'épreuve. Ce fut un mardi matin. Le ciel était gris, un brouillard dense s'était posé sur le domaine, comme si même la nature voulait dissimuler ce qui allait se jouer. Dans son bureau tapissé d'acajou et de cuir, Charles-Henri ouvrit doucement le grand coffre-fort encastré dans le mur, dissimulé derrière un tableau de maître. Il laissa la porte légèrement entr'ouverte, assez pour que la richesse qu'il contenait apparaisse en un simple coup d'œil. À l'intérieur, des liasses de billets parfaitement rangés, plusieurs bijoux anciens aux pierres précieuses, et surtout, une enveloppe brune épaisse, non scellée. Elle contenait des documents ultra-confidentiels relatifs à un litige minier en Afrique, un dossier explosif pouvant influencer la décision de la Cour internationale et valant, potentiellement, des centaines de millions. Une information de cette nature, entre de mauvaises mains, pouvait changer une vie ou en ruiner plusieurs. Avant de quitter la pièce, Charles-Henri vérifia minutieusement les caméras de surveillance. 3 angles, tous clairs. L'une d'elles pointait directement vers le coffre. Il régla le système pour une captation continue, silencieuse. Pas de zoom automatique. Juste le regard froid et objectif de la machine. Puis il sortit, prenant soin d'annoncer qu'il serait absent toute la matinée. Il laissa Alma seule dans la maison, comme à l'accoutumée les mardis où François s'occupait des courses en ville. Vers 10h15, Alma entra dans le bureau, vêtue comme toujours d'un tablier gris parfaitement repassé, un chignon bas, les manches retroussées avec soin. Elle commença son travail comme chaque mardi, d'abord les vitres, qu'elle nettoya en silence, ses gestes lents, circulaires, comme une sorte de rituel. Puis le bureau, qu'elle dépoussiéra avec un linge doux. Elle passa devant les étagères remplies de vieux livres reliés de cuir, puis arriva face au tableau légèrement déplacé. Elle s'arrêta. Son regard descendit lentement jusqu'à la porte entr'ouverte du coffre. Son corps ne bougea pas d'1 millimètre pendant plusieurs secondes. Le temps sembla suspendu. Elle s'approcha. d'un pas lent. Pas de panique, pas de précipitation. Juste un calme presque clinique. Le bruit léger de ses pas sur le parquet résonna dans le silence du bureau. Arrivée devant le coffre, elle se pencha légèrement. Les caméras captèrent chaque micro-expression, d'abord la surprise, muette, puis une brève contraction des sourcils. Elle vit les billets, les bijoux, l'enveloppe brune. Son regard s'attarda un peu plus longtemps sur celle-ci. Un instant, son regard sembla se perdre dans quelque chose de plus grand, comme si elle percevait le piège invisible tendu dans cette ouverture absurde. Puis, lentement, elle referma la porte du coffre avec une prudence presque maternelle, sans jamais toucher à son contenu. Elle prit un instant pour regarder la pièce autour d'elle, comme pour vérifier qu'elle était bien seule. Puis elle sortit un petit carnet de notes froissé de la poche de sa blouse, en arracha un morceau de papier, et avec un stylo noir, écrivit d'une écriture soignée et droite. Monsieur Belmont. Le coffre de votre bureau était ouvert ce matin. Je l'ai refermé par précaution. Rien ne semble avoir été déplacé. Alma. Elle plia le papier en deux, sans empressement, et marcha jusqu'à la porte de la chambre du maître. Elle glissa le mot sous la porte, s'arrêta un instant, comme pour s'assurer que le silence du manoir ne cachait aucun témoin. Puis, elle retourna à son travail, comme si rien ne s'était passé. Charles-Henri visionna la scène dans son bureau privé, éclairé par la lumière froide des écrans. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, mais il ne s'en souciait pas. Ses yeux étaient fixés sur l'enregistrement, ses mains jointes devant ses lèvres. Il regarda Alma entrer dans le bureau, le pas léger, mesuré. Il observa chaque détail,
Le froncement de sourcils à peine perceptible, la manière dont elle se penchait, le silence dans son regard, ce calme presque surnaturel face à ce que d'autres auraient vu comme une invitation au vol. Il rejoua la scène. 3 fois. 4. Il s'attendait à un frisson de tentation. Un mouvement vers un billet. Un doigt qui effleure un bijou, même furtivement. Un battement de cœur trahi par le corps. Mais il n'y avait rien. Juste une femme qui découvrait un coffre ouvert, et qui, avec une simplicité désarmante, refermait ce qu'elle n'aurait jamais dû voir. Pas de curiosité. Pas de trouble. Pas même une trace d'envie. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce. Une part de lui s'agitait, une colère sourde, dirigée non pas contre Alma, mais contre lui-même. Parce qu'au fond, il avait voulu qu'elle échoue. Qu'elle confirme encore une fois que l'humanité n'était qu'avidité sous contrôle. Il s'était préparé à la trahison avec la résignation d'un homme brisé. Et pourtant, elle l'avait privé de cette certitude. Et cela le bouleversait. Le soir venu, il la croisa dans le couloir principal, près de la bibliothèque. Elle portait une pile de serviettes fraîchement repassées. Lorsqu'elle le vit, elle s'arrêta, esquissa une révérence légère, une habitude presque antique, sans soumission ni servilité. Une forme de respect silencieux. « Bonsoir, monsieur », dit-elle simplement. Il la fixa quelques secondes. Il voulut parler, mais les mots lui restèrent en travers de la gorge. Il se contenta d'un signe de tête lent, grave. Son regard, ce soir-là, fut un merci muet, plus chargé de vérité que toutes ses conversations de ces 20 dernières années. Une semaine passa. Le froid s'épaissit autour du manoir. La neige recouvrait désormais le jardin comme une couverture ouatée, silencieuse, épaisse, presque irréelle. On ne distinguait plus les chemins de pierre, ni les contours de la fontaine centrale. Le monde semblait suspendu dans un silence blanc. Ce matin-là, Alma, en entrant dans sa chambre, trouva sur la table de chevet une petite boîte en bois ancien. Un bois sombre, patiné par les années, finement sculpté à la main, avec des motifs floraux délicats. Elle hésita un instant avant de l'ouvrir. À l'intérieur, reposait un collier d'ambre de la Baltique, composé de pierres ovales, polies, d'une teinte miel profonde, presque vivante. L'ensemble était posé sur un lit de velours noir. Un éclat de lumière naturelle fit briller l'ambre, révélant des inclusions fossilisées, comme si la mémoire du monde était prisonnière de ce bijou. Sous le collier, une enveloppe à l'ancienne, fermée par un cachet de cire rouge. Elle la rompit avec précaution. La lettre à l'intérieur était écrite à la plume, d'une écriture fine et penchée. « Alma, toute ma vie, j'ai testé les gens. J'ai tendu des pièges plus qu'accordé ma confiance. Et j'ai été déçu, systématiquement, jusqu'à croire que c'était l'ordre naturel des choses. Mais vous m'avez prouvé que le silence peut contenir plus de loyauté que 1000 déclarations. Que la droiture n'a pas besoin de témoins. Ce n'est pas un test que vous avez réussi. C'est un miroir que vous m'avez tendu. Et dans ce reflet, pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu ma propre amertume. Je ne vous offre pas ce collier comme une récompense. Je vous l'offre comme un symbole. Une reconnaissance. Une parole que je ne sais plus prononcer autrement. J'aimerais que vous restiez ici, non plus comme employée, mais comme intendante générale de cette maison. Non parce que vous êtes compétente, cela, je le savais déjà, mais parce que vous êtes digne. Avec mon respect. Charles Henry Belmont. Alma referma la lettre avec lenteur. Son visage ne trahit aucune émotion vive. Mais elle porta le collier à la lumière, comme si elle en cherchait le cœur. Puis elle ferma la boîte, la posa délicatement sur la table, et se rendit à la cuisine comme chaque matin. Elle n'avait pas l'habitude des gestes spectaculaires. Mais dans ses pas, désormais, il y avait une légèreté nouvelle. Comme si un poids invisible venait de se détacher de ses épaules. Les années passèrent. Alma resta. Elle ne quitta jamais vraiment le manoir, et, à sa manière, elle en devint le cœur battant. Le vieux domaine, perché sur la colline enneigée, jadis figé dans le silence et la solitude, commença à respirer autrement. Ce qui n'était autrefois qu'un musée de souvenirs figés dans la pierre devint un lieu vivant. On y entendait à nouveau le bruit des pas légers, le souffle d'un feu crépitant, les cliquetis des casseroles, et surtout, parfois, les rires, oui, des rires qui résonnaient comme une musique oubliée dans les longs couloirs de marbre. Charles Henry, Louis, Changea. L'entertainment. Settlement. Mais profondément.
Au fil des saisons, il se surprit à descendre à la cuisine sans raison, à écouter les histoires simples d'Alma, à commenter la pluie ou la douceur d'un plat. Il redécouvrit le plaisir du présent, celui qui n'attend rien, qui ne se méfie plus de tout. La solitude ne fut plus un rempart, mais un choix qu'il pouvait poser ou abandonner. Il se mit à lire davantage, à écrire parfois. Il retrouva des lettres anciennes, longtemps oubliées, et même un cahier de poèmes qu'il avait commencé dans sa jeunesse, preuve qu'il avait, un jour, cru à la beauté des choses. Parfois, il les lisait à voix haute, et Alma l'écoutait en silence, tout en repassant du linge ou en préparant du thé. Et puis, petit à petit, les portes du manoir s'ouvrirent au monde extérieur. D'abord timidement, un enfant du village invité à goûter une tarte aux pommes sur la terrasse. Puis 2, puis 5. Des enfants qui, les mercredis, venaient courir dans le grand jardin, jouer à cache-cache entre les taillés, dessiner à la craie sur les vieilles pierres de la cour. Le rire des enfants, ce son pur, devint une habitude. Alma préparait des goûters, Charles-Henri observait de loin au début, puis de plus près. Un jour, il leur raconta même une histoire, assis sur un banc, le visage ridé illuminé d'un sourire discret mais sincère. Il n'était plus seulement le vieil homme riche enfermé dans sa tour d'ivoire. Il devint un nom chuchoté avec respect au village, une légende bienveillante, presque un grand-père inattendu. Et dans une aile du manoir, le coffre-fort restait là, inchangé. Toujours à sa place, solidement ancré dans le mur de pierre, sa porte épaisse bien close. Mais il n'était plus surveillé, plus testé. La caméra qui autrefois pointait vers lui avait été déplacée depuis longtemps, remplacée par une petite étagère de livres et une plante verte. Non, le coffre n'était pas fermé par peur d'être volé. Il n'était même plus important. Parce que quelque chose de bien plus précieux que ce qu'il contenait, la confiance, avait pris sa place dans le cœur de Charles-Henri. Et la confiance, lorsqu'elle est véritable, n'a plus besoin de preuves, ni de pièges. Elle n'a pas besoin de serrure, ni de clé. Elle vit dans les gestes discrets, les silences apaisés, et la fidélité qui ne se dit pas mais qui se ressent, se sait et se respecte. Parfois, lors des soirs d'hiver, Charles-Henri s'asseyait près de la grande baille vitrée du salon, une couverture sur les genoux, un livre entre les mains. Alma passait, posait une tasse de thé sur la table sans un mot. Le vieux chien dormait à ses pieds. Le feu dansait dans la cheminée. Alors, dans ces moments-là, il se disait que tout ce qu'il avait possédé, l'or, les contrats, les domaines à Dubaï ou à Singapour, n'avait jamais eu autant de valeur qu'un regard digne, une parole tenue ou un silence rempli de sens. Et il fermait les yeux, paisible, réconcilié avec le monde.